Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme depuis bien longtemps, engagée, l'autrice de plein d'ouvrages sur la santé des femmes et sur la maternité, dont le postpartum dure 3 ans, qui est consacré à la vie des nouveaux parents après l'accouchement. La période juste après l'accouchement, c'est justement de ça dont on parle aujourd'hui. Parce qu'en fait, avant de rentrer à la maison, quand les femmes sont encore à la maternité, souvent, elles reçoivent la visite d'une sage-femme et cette sage-femme va leur dire « Écoutez, je vous mets quoi comme moyen de contraception ?» Et je crois que parfois, il y a des femmes qui tombent de leur chaise. Alors, elles tombent toutes de leur chaise, parce que nous, on arrive très guillerettes, 2e, 3e jour après l'accouchement, elles ont le corps, la tête en vrac, tout, et nous, on arrive là, toutes contentes, en leur disant « Alors, qu'est-ce qu'on va reprendre comme moyen de contraception ?» Effectivement, elles tombent de leur chaise, elles tombent toutes de leur chaise, on comprend aisément pourquoi, elles n'en sont pas encore là, mais nous, en tant que sage-femme, on a l'autre version. On sait que la fertilité revient extrêmement rapidement après un accouchement. Par exemple, si on fait le choix de ne pas allaiter, qu'on allaite au biberon du lait artificiel, ça peut revenir même juste 3 semaines après l'accouchement. Et si on allaite, ça peut être plus long, mais ça peut être aussi rapide. Et donc, on sait, on a vu des tas et des tas de grossesses non désirées en postpartum immédiat. Et donc, oui, on leur parle de contraception, même si elles trouvent ça mais complètement délirant. Et Elles te disent quoi ? Elles me disent, mais de quoi ? Elles comprennent même pas, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à connecter. Attends, il y a un truc qui vient de sortir, toi tu veux qu'il y ait un truc qui re-rentre ? Enfin, attends là, donc elles sont hallucinées. Et d'ailleurs, il faut même leur dire, les coparents le sont tout autant, ils disent, mais de quoi on nous parle, quoi ? Bien sûr, ils vont pas tous reprendre très vite, mais il y en a qui vont reprendre très vite, et c'est pour ça qu'on leur en parle. Mais est-ce qu'il y a des gens qui pensent aussi à l'inverse que avoir un enfant, c'est un peu la fin de leur vie sexuelle ? Oui, il y a cette idée-là qui est vraiment bien ancrée dans la tête des gens. Je ne sais pas comment ça s'est créé, je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, mais il y a vraiment cette idée que, surtout chez les femmes, chez les hommes, on arrive aisément à penser qu'un père peut avoir une vie sexuelle. De toute façon, on ne les ramène pas à leur fonction de père dans la vie de tous les jours, donc de toute façon, eux, pas de problème. Mais les femmes qui deviennent mères, c'est la maman et la putain. Donc en fait, si t'es mère, c'est que tu ne peux pas avoir du désir sexuel, coucher comme tu l'entends, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, oui, qu'avoir un enfant, c'est la fin de la sexualité dans leur couple ou de la fin de la sexualité tout court. Et je tiens à vous rassurer, si vous voulez pas que ce soit le cas, ce ne sera pas du tout le cas, voire parfois même au contraire. Il y a des gens qui se découvrent, qui se libèrent de tout un tas de choses et qui ont une vie sexuelle comme ils n'auront jamais eu après un accouchement. Pas tout de suite. Mais en tout cas, non, il n'y a pas la fin de la sexualité avec le fait de devenir parent. Certainement pas, et heureusement, ce serait quand même un peu triste. Pour celles et ceux qui auraient envie donc de reprendre une sexualité, au bout de combien de temps après l'accouchement, en moyenne, on va dire, c'est possible de reprendre une sexualité ? Est-ce qu'il y a un moment où il vaut mieux pas ? Eh ben non, la littérature scientifique dit rien à ce sujet. En fait, les femmes, les couples font exactement ce qu'ils veulent. Mais quand même, je vais me permettre... Alors, il y a d'autres cultures où, pour le coup, c'est strictement proscrit. Même dans la religion catholique en France, il y a quelques centaines d'années, il fallait attendre les 6 semaines, etc. Donc, il y a quand même plein de cultures, plein d'endroits où, effectivement, ce serait proscrit. Mais chez nous, en tout cas, hors de la religion, pas du tout. Les femmes font bien ce qu'elles veulent, mais vraiment, un premier point, c'est le bon sens. Moi, tant qu'il y a des points... Au niveau vulvaire, on a une déchirure. Des points de suture ? Ouais, des points de suture. On a eu une déchirure, on a eu une épisiotomie. Voire même on a eu une césarienne, il y a toujours des agrafes. Je trouve que c'est pas malin. Souvent, les gens, d'ailleurs, n'ont pas du tout cette envie-là, mais quand même, moi, je préfère dire à mes patients, faites bien ce que vous voulez, mais moi, à votre place, je le ferai pas. De fait, effectivement, les points de suture, il n'y a pas de raison qu'ils lâchent avec une relation sexuelle, avec pénétration, mais vraiment, moi, je leur déconseille. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, il n'y a pas d'interdit. Et puis, que les femmes fassent hyper gaffe, parce que des fois, elles se forcent un peu trop tôt alors qu'elles n'ont pas envie, elles ont un rapport qui se passe pas bien, le cerveau enregistre « je fais l'amour » égale « c'est pas des sensations top, ça me fait mal, c'était horrible ». Et après, ça peut être un cercle vicieux assez pourri où le cerveau a enregistré ça, donc il y a de plus en plus d'appréhension, on se crée de plus en plus, etc. Donc, moi, je dis, attendez d'avoir du désir, vraiment, se forcer, c'est jamais une bonne idée. Parce qu'il y a des femmes qui disent « ah, mais non, mais si, il faut remonter en selle et tout ». Non, je crois vraiment pas. Celles qui culpabiliseraient du fait que leur désir mette du temps à revenir, est-ce que tu peux nous faire un peu la liste des explications logiques et parfaitement normales qui font que, le désir, il peut vraiment mettre du temps à revenir ? Alors, oui, et puis il faut donner les chiffres. Il faut quand même rappeler au couple que
À 3 mois, il y a qu'un couple sur 2 qui a repris des rapports sexuels. Et je parle avec pénétration ou sans pénétration. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais les rapports sexuels peuvent être évidemment sans pénétration. Mais un couple sur 2, il faut attendre 1 an pour que 100% des couples, 98% des couples, aient repris une activité sexuelle. Donc, on se détend parce que souvent, il y en a qui sont là, oh, on est vraiment nuls, etc. C'est l'horreur, on n'a aucun désir et tout. Et puis, il y a des couples qui n'en reprendront jamais. Et pourquoi pas, à partir du moment où dans le couple, c'est OK. En fait, il y a toutes les raisons pour que la sexualité soit un peu en berne. Elle l'est pas forcément, on l'a dit, mais elle peut être en berne. Le premier facteur, c'est la fatigue. Je veux dire, quand on ne dort pas, la première fonction que le corps fait sauter, c'est la libido. Donc évidemment, quand on est fatigué, souvent les gens se disent ah bah ça y est, on n'a plus de désir, on ne s'aime plus. Ça y est, c'est fini, on remballe, voilà, il est devenu père, elle est devenue mère, c'est terminé. En fait, ils vont dormir ne serait-ce qu'une nuit. Une nuit, ils dorment et souvent, ils ont envie de faire l'amour. Donc, il ne faut pas sous-estimer les conséquences de la fatigue avant de partir sur des considérations psychologiques. Ah là là, ça y est, ma vie est foutue, etc. Donc, la fatigue, pour avoir envie de faire l'amour, il faut dormir. Il y a la charge supplémentaire de travail qu'on se tape et il y a l'inéquité dans la répartition des charges. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. En fait, on a 8 heures de travail supplémentaire avec l'arrivée, ça c'est les sociologues qui disent ça, 8 heures de travail supplémentaire par jour avec l'arrivée d'un enfant de moins de 3 ans. Bon, bah, c'est du temps qu'on a en moins pour faire l'amour. Et puis aussi l'inéquité dans la répartition des tâches. Par exemple, quand une femme se tape tout dans la maison, tout le travail domestique, tout le travail parental, etc., et qu'à 23 heures, elle devrait être pump it up, bah non, c'est pas toujours évident. L'inéquité, c'est vraiment un tue-l'amour. Donc faites attention à ça. Enfin, ça, je vous renvoie vers l'épisode sur le baby clash, mais enfin, vraiment, la répartition des tâches a beaucoup d'importance dans la sexualité, beaucoup plus que ce qu'on pense. Toi, tu vois des patientes qui culpabilisent parce que leur partenaire a envie de reprendre une sexualité et qu'elles n'arrivent pas à accéder à ce désir-là et elles disent « Ah là là, je suis nulle, j'ai pas envie, lui il a envie, elle a envie. » Enfin, oui, il y en a beaucoup. Et il y a aussi beaucoup, quelque chose dont on parle moins, c'est que les coparents, je parle là des hommes, ils ont aussi beaucoup d'altérations du désir. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup souffrir les femmes. Parce qu'on a dans cette idée complètement fausse, que les hommes sont toujours pleins de désirs, etc. Et en postpartum, c'est pas vraiment le cas. Parce que pour le coup, eux, la fonction érectile peut être franchement altérée par le fait du manque de sommeil. Donc, il y a beaucoup de femmes que ça inquiète, qui disent « bah ça y est, je suis devenue mère, il me désire plus ». Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler très librement, mais souvent, attention, les hommes aussi sont très sensibles à la fatigue, donc hommes comme femmes, et pareil sur la répartition des tâches, les engueulades du quotidien, ça peut jouer vachement. donc en fait, les deux peuvent avoir une altération du désir. Absolument, mais tout autant l'un que l'autre, il y a cette fausse idée qui circule que ce serait que les femmes, pas du tout. Il y a d'autres raisons donc qui peuvent expliquer cette altération du désir, en plus de, on a dit, la fatigue, la mauvaise répartition des tâches. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, bien sûr, il y a la douleur. Il y a des douleurs qui seraient créées par un accouchement difficile, j'en sais rien, une épisiotomie qui a mal cicatrisé, une déchirure. Il y a 1001 raisons qui fait qu'on peut avoir mal pendant les rapports. Et là, très important, évidemment, d'aller voir un professionnel de la santé formé à ça. Pour la prendre en charge, c'est jamais inéluctable. Mais il y a quasiment une femme sur 2, dans les suites d'un accouchement, rapidement après l'accouchement, qui a mal quand elle fait l'amour. Ça, il faut en venir à bout absolument. On en avait déjà parlé ensemble et je me souviens que tu m'avais donné cet exemple d'une de tes patientes que tu avais reçue qui, mal pris en charge à cause d'une douleur vulvaire à la suite de son accouchement, avait pas pu avoir des rapports sexuels pendant des années. Tu peux raconter cette histoire qui est, je trouve, hyper significative. Oui, c'est complètement fou. C'est une femme qui avait mal. Elle va voir sage-femme, médecin. Tout le monde lui dit « mais non, mais c'est normal, madame, oui, bon, vous avez une petite déchirure, etc. » Au bout de 3 ans, elle me contacte par. Moi, j'avais été sensibilisée par d'autres sages-femmes. Hein, c'est pas du tout pour me mettre en avant. Hein, moi, je suis pas du tout à l'origine de ça. C'est d'autres sages-femmes. Bref, elle vient me voir. Et effectivement, non, elle avait ce qu'on appelle une bride, quelque chose qui était très dur et qui lui faisait extrêmement mal. Et au bout de 5-7 séances de massage, on est venu à bout du truc et elle a repris une sexualité normale. Pendant femme 3 à qui ans. on a dit que c'était dans la tête. Bien sûr. Elle avait mal pendant ses rapports. Alors ça, vraiment, jamais on fait ça. Hein. La tête, on voit ça largement après quand on a fermé toutes les portes possibles, la mycose, l'infection, j'en sais rien. Il y a 1001 raisons qui font qu'on peut avoir mal. Il faut fermer les portes avant de dire que c'est dans la tête. Ça, c'est très dangereux de faire ça. Donc, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui ont accouché il y a peu de temps et qui ont une douleur pendant les rapports, il faut qu'elles aillent voir des médecins jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'elles ont. Médecins, sages-femmes, surtout une association merveilleuse qui répertorie les sages-femmes et les médecins, s'appelle Périnée Bien-Aimée, une association de sages-femmes merveilleuse, vous le trouvez sur Internet et sur Instagram, c'est génial. Là, vous avez tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Il y a autre chose encore qui peut faire que... Oui, il y a l'allaitement. Okay. Alors ça, c'est hyper tabou, on n'ose pas le dire, mais pourtant... Alors, l'allaitement, ça peut booster le désir, mais pas forcément.
pas forcément du tout. Il y a des femmes chez qui ça va freiner le désir, il faut le savoir juste. Et ça peut aussi faire une sécheresse vaginale, donc pensez à utiliser du lubrifiant si c'est le cas. Pareil, il y a certains contraceptifs oraux qu'on prescrit après un accouchement, qui pareil, freinent le désir et font une sécheresse vaginale. C'est bon à savoir, il faut le savoir. Vous demandez juste à la sage-femme, est-ce que ce que vous m'avez prescrit là, c'est susceptible de freiner mon désir? C'est un peu con parce qu'en fait, une fois qu'on le sait, ça change tout en fait. Je comprends pas en quoi l'allaitement peut être lié à la baisse du désir, je comprends pas. Et parce que ça fait chuter le taux d'œstrogène et on sait que les taux hormonaux peuvent influer sur le désir. Voilà. Mais après, il y a l'ocytocine qui est impliquée. On sécrète de l'ocytocine qui est impliquée c'est une hormone de l'attachement, c'est l'hormone du plaisir. Donc, ça se compense et qu'on sécrète pendant l'allaitement. Donc, moi, je me méfie toujours avec les hormones, avec les explications des hormones. Mais sachez que ça peut effectivement freiner. Il y a bien sûr la succession des découvertes, la joie. C'est-à-dire, en fait, vous êtes très occupé par ce petit, vous arrêtez pas de l'observer, de le contempler, de le regarder. Bon, je sais pas, c'est comme quand on commence des fois un nouveau travail qui nous plaît beaucoup, beaucoup. On est là, tout à la joie, tout à l'excitation. En fait, on fait c'est comme on pourrait dire de la sublimation, quoi. On est là complètement, et donc on pense pas à faire l'amour. Bon, ça y a ça. Et puis, pas oublier les pathologies psy. On l'a dit, il y a entre 10 et 30% de dépression du postpartum. Par exemple, la dépression du postpartum, mais les troubles anxieux, c'est pareil. Toutes les pathologies psy, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, peu importe, on sait que ça peut altérer le désir, c'est évident. Tu peux rappeler ce que c'est la dépression du postpartum? La dépression du postpartum, c'est une maladie qu'on contracte après l'accouchement dans la première année, qui est une dépression vraiment liée au postpartum, qui se guérit très bien. Et là, je vous renvoie vers l'épisode dans lequel on en parle. On en parle longuement. C'est un épisode qui fait la différence entre le baby blues et le postpartum. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette liste déjà bien remplie, des raisons qui font qu'on a du mal à avoir du désir? Oui, il y a 1001 raisons. En fait, on peut pas toutes les énumérer ici, ce serait trop long, mais il y a 1001 raisons. C'est pour ça que vraiment, je dis aux couples, ne paniquez pas et surtout ne vous dites pas, c'est le changement de statut, des discours psychologisants qu'on lit beaucoup, beaucoup dans des magazines, qu'on entend parfois dans des émissions. Piano, souvent, c'est très... En fait, ras de plancher, c'est souvent la fatigue, souvent la douleur, souvent l'inéquité dans la répartition des tâches. Et ne partez pas dans des concepts psychologiques très compliqués. En général, c'est assez ras-moquette. Vraiment, ça, c'est important de l'avoir en tête. J'imagine qu'on pourra ajouter, je sais pas, le confort, le fait que le bébé dorme dans la chambre, plein de trucs. Alors, mais ça, excellente remarque. Oui, effectivement, il y a des couples qui sont dans des petits espaces. Le bébé dort dans la chambre. Alors, on dit au couple, allez faire l'amour sur la table de la cuisine. Oui, sauf qu'en fait, il y a plein de couples qui n'ont pas envie de faire l'amour sur la table de la cuisine et qui préfèrent le confort d'un lit. Donc oui, ça peut être marrant de faire l'amour une fois de temps en temps, mais systématiquement, puis ils sont gênés par la présence du bébé. Et puis il y a surtout, ça c'est un truc vraiment hyper important, ce qui est horrible, c'est le séquençage du temps. C'est-à-dire que même si en fait vous faites pas l'amour tout le week-end, vous vous dites, on peut faire l'amour quand on veut pendant le week-end. Là, tout d'un coup, vous savez que vous allez pouvoir faire l'amour entre 14h52 et 14h58 parce que là, il y a un créneau de sommeil. Comme tue l'amour, c'est pas mal, quoi. Donc, il y a tout aussi un truc de séquençage du temps qui est un peu pénible. Ou de se dire, si on se fait une nuit d'amour, le lendemain, on va être réveillé à l'aube, on va même carrément être réveillé en pleine nuit. Franchement, il y a un switch à faire qui est pas évident et qui est pas très drôle, quoi. Et toi, tu dis vraiment, est-ce que tu constates dans les couples, parce que tu fais aussi beaucoup de visites auprès de femmes qui sont dans postpartum, tu constates que vraiment c'est réparti homme-femme sur l'altération du désir? C'est 50-50, toi, tu dirais, de ton expérience clinique? Moi, on m'avait raconté un truc. Quand je suis arrivée en visite à domicile en postpartum, on m'avait dit, grosso modo, les femmes n'ont plus de désir après un accouchement, les hommes en ont plein, et ça crée plein de conflits. Et donc, les femmes se forcent, et c'est l'enfer. Je suis arrivée à domicile. Alors, effectivement, cette situation existe, mais pour moi, c'est pas la plus fréquente, presque. Donc, il faut arrêter de dire ça. Les hommes, et c'est hyper angoissant pour les femmes, c'est hyper important qu'elles sachent que, effectivement, il y a plein de mecs après l'accouchement qui ont une altération de leur désir à cause de la fatigue, à cause de l'épuisement, à cause de plein de choses. Donc oui, non, vraiment, il faut arrêter cette idée-là. Parce que j'imagine que les femmes, elles disent tout de suite « mon corps, il a changé », elles partent dans des considérations esthétiques, d'ailleurs qu'on n'a pas évoquées, mais qu'on peut comprendre aussi, c'est-à-dire que, de facto, leur corps a changé. Mais oui, mais non, mais pas tant que ça. C'est vraiment quelque chose d'assez rigolo, c'est que les femmes, souvent, m'expliquent qu'elles sont devenues, je ne sais pas, monstrueuses, que leur sexe ressemble à un tableau de Picasso. Enfin, elles s'imaginent vraiment ça, c'est-à-dire des sexes complètement déstructurés. Je leur dis, mais enfin, pas du tout. Donc souvent, ce que je leur demande, c'est, on regarde dans un miroir, en fait, elles s'aperçoivent, elles sont là, bon, tout est toujours pareil, quoi. Oui, bien sûr, tout est toujours pareil. C'est très rare qu'on voit des cicatrices ou des trucs. Ça, faut vraiment s'imaginer que ça cicatrise hyper bien, en plus.
Alors, je vais pas citer mon propre cas, mais je veux dire, on pourrait regarder, vous ne pouvez pas savoir si j'ai accouché ou pas. Donc, il faut arrêter de fantasmer des trucs fous. Le corps change, oui, mais pas plus que quand on grandit, quand on a une puberté, que quand on grossit un peu, que quand on maigrit un peu. Le corps change, bien sûr. Mais je rappelle aussi que tout est élastique. Le vagin, souvent, elle s'imagine que c'est un truc qui devient un espèce de trou béant. Mais pas du tout. C'est un couloir de passage. La vessie, quand elle se dilate pour avoir de l'urine, elle retrouve sa place. Le vagin, c'est pareil. Arrêtons avec ça. Arrêtons, par pitié. On peut avoir des périnées complètement ramollis à 20 ans et des périnées super toniques chez une femme qui a 45 ans et qui a 8 enfants. Et ça, c'est du vécu. Je l'ai vu avec mes doigts, donc je peux vous le dire. J'étais étonnée que tu nous aies pas encore parlé du périnée, justement, le périnée. Est-ce qu'il faut attendre la fin de sa rééducation, idéalement, pour être plus à l'aise dans des rapports sexuels ou pas forcément? Non, pas du tout. Si ça nous rassure, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont rassurées par le fait qu'une sage-femme regarde ou un kiné regarde, disent tout va bien, c'est magnifique, pas de problème. Mais non, elles n'ont pas besoin de notre autorisation, elles font bien ce qu'elles veulent. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que ce qui peut faire la question de la tonicité, de la sensation qu'elles ont, c'est la rééducation du périnée qui va leur apporter, ça c'est vrai. En rééduquant son périnée, être bon dans la contraction, être bon dans la relâche, ça permet d'avoir une bonne maîtrise de son périnée. Et ça, c'est vrai que pour la sexualité, c'est chouette. Donc tu disais 98% des couples, ils vont retrouver une sexualité au bout d'un an. Ça veut dire qu'il y a 2% des couples qui ne retrouvent pas de sexualité ou pour qui ça va être vraiment compliqué que le désir revienne. Toi, tu recommandes quoi aux couples pour lesquels le désir revient pas et pour qui c'est un problème en fait? Alors, il faut déjà dire qu'il y a aussi beaucoup de couples pour lesquels ce n'est pas un problème, qui choisissent de ne plus avoir de sexualité pendant un temps donné ou de façon définitive. Bon, et ça, mais quand c'est vu en couple et que ça fait souffrir ni l'un ni l'autre, alors pas de problème. Il y en a effectivement où il y a un des deux qui a un vrai problème de désir et ça fait souffrir l'autre et ça fait souffrir soi-même. Dans ce cas-là, et qu'ils n'arrivent pas à se dépatouiller tous les deux, là, moi, je dis, venez nous voir, n'ayez pas peur de nous, sage-femme, médecin, sexologue, peu importe, vous nous en parlez. Là encore, on entend parler de ça toute la journée, enfin, on ne sera pas là, oh mon Dieu, mais pourquoi il nous parle de ça? Pas du tout, pour essayer de trouver des solutions, parce qu'il y en a, en fait, il faut être très terre à terre, très simple, vraiment. Donc, venez nous en parler, on peut toujours trouver une solution. Est-ce qu'on va se protéger différemment quand on a eu un enfant juste avant? Est-ce que ça change nos moyens contraceptifs? Déjà, si on fait le choix de ne pas allaiter, d'être un allaitement artificiel au biberon, déjà pendant 6 semaines, de 6 semaines à 3 mois, c'est des contraceptifs qui sont spécifiques. Parce qu'il y a un risque qui est majoré, en particulier de phlébite d'embolie pulmonaire, enfin de problèmes veineux, et d'autres choses d'ailleurs. Et donc, effectivement, on va choisir des types de contraception où il n'y a pas d'œstrogène. Et si on allaite, pareil, ce sera certains contraceptifs. Donc, c'est pour ça que c'est important. Alors, souvent, moi, ce que je dis, comme les femmes à la maternité, en fait, elles disent, non, mais attendez, là, vous allez vous faire voir ailleurs, quoi. Donc, je leur dis, OK, pas de problème, vous voulez pas en parler là, mais vous reprenez, du coup, vous voyez, avec la sage-femme qui vient à la maison à la visite postnatale, vous en reparlez à ce moment-là. Mais je trouve que c'est un très bon moment, le fait d'avoir eu un enfant, pour changer de moyen de contraception. Passer au stérilet, passer à ce qu'on veut, passer aux méthodes naturelles. La méthode naturelle, c'est pas top en postpartum, faut le dire. Posez-vous la question de la contraception. Ça permet de revoir son mode de vie, y compris sa contraception. Est-ce qu'elle vous convient toujours? Est-ce que il peut pas y avoir une vasectomie finalement si on veut plus d'enfants? On peut tout envisager, ou chez l'homme ou chez la femme d'ailleurs. Toi qui vois plein de couples, est-ce qu'il peut y avoir aussi une redécouverte de sa sexualité, des côtés positifs? Est-ce qu'il y en a qui se réinventent parce que leur vie a changé finalement? Mais il y en a, mais oui, et très positif même, parce qu'il y en a même qui... il y a eu un tel partage d'intimité autour de la venue au monde de cet enfant que du coup, ils se lâchent, ils sont beaucoup moins pudiques, mal, pas oser dire. Ils ont partagé un truc fou, donc il y en a plein pour qui la sexualité va devenir une merveille. Il y a des femmes qui découvrent leur périnée, qui découvrent leur corps. J'ai des femmes qui ont joué pour la première fois, soit au moment de l'accouchement, soit en postpartum, parce que je sais pas pourquoi, mais ça arrive. Et donc, non, il faut pas du tout se dire, il y a plein de côtés positifs. Et puis, de voir cet enfant qui est le fruit c'est quand même pas mal. Enfin, et puis ça crée une connivence. À la fois, ça sépare un enfant sur plein d'aspects, mais ça rapproche à fond. Donc, on peut avoir, bien sûr, une sexualité méga super épanouie en tant que parent. Mais peut-être pas dans la première semaine. Mais c'est vrai que vous savez, il y a des couples qui font l'amour dès la maternité. Hein. Ça, c'est pas une légende. Toutes les sages-femmes vous le diront, ça nous est arrivé tout au moins une fois. On toque, on rentre un peu vite, bon, c'est pas bien, et on referme la porte. Ça arrive. C'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, on est d'accord. Merci Anna, merci pour tous tes conseils. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, réalisation Victor Benamou, musique Victor Benamou et Johanna Lalonde.